Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, 6 millions d'habitants. Dans ce bidonville vit la famille d'Alpat Bhai. En janvier 2009, leur fils de 28 ans, Vinod, tombe malade du jour au lendemain et meurt subitement, sans raison apparente. Un jour, il est rentré à la maison avec de l'argent en poche. Soudain, il est tombé par terre. Il a commencé à vomir. Puis il a eu de la fièvre. Je lui ai dit « Viens, je t'emmène à la clinique », mais il a refusé. Le soir, je l'ai forcé à aller voir un médecin. Le docteur l'a placé sous perfusion. Vinod a poussé un dernier râle et il est mort. Juste un râle et c'était fini. Nous étions tous les deux à ses côtés quand il est mort et nous le tenions dans nos bras. Le jeune homme semblait en parfaite santé. Ses parents ne comprennent pas ce qu'il s'est passé jusqu'au jour où, en fouillant dans ses affaires, ils découvrent cette carte. La preuve que depuis 3 ans, Vinod était cobaye humain. Il testait des médicaments. Il utilisait cette carte pour rentrer dans un centre médical de la ville qui teste des médicaments sur les gens. Lambda, c'est le nom de ce centre. Là, c'est l'adresse de Vinod et au dos, celle du centre. Cette carte faisait office de badge. Avec ça, il était autorisé à rentrer. Seuls les gens qui ont cette carte peuvent rentrer dans le centre. D'accord. 2 jours avant de mourir, Vinod avait justement participé à un test de médicaments. Ses parents sont persuadés que c'est la cause de sa mort, mais il n'y a jamais eu d'autopsie. 1 mois après ce drame, le portable de leur fils sonne. J'ai décroché le téléphone et quelqu'un à l'autre bout du fil a dit « Vinod, nous avons besoin de toi pour tester un nouveau médicament, demain. » J'ai répondu « Que voulez-vous à mon fils ?» Ils ont dit « C'est le centre Lambda pour l'étude clinique. Nous avons besoin de Vinod demain pour un test. » Je leur ai dit que mon fils était mort. Il y a eu un silence, puis ils ont raccroché. Ils ont simplement raccroché. Le centre médical ignorait la mort de son cobaye, signe que Vinod n'a pas eu de suivi après les tests. Aujourd'hui encore, ses parents ne savent pas quel traitement leur fils expérimentait. Quant aux dirigeants du centre médical, ils disent ne pas avoir de traces de la mort de Vinod, qu'ils qualifient d'incident. En Inde, comme lui, près de 700 cobayes humains sont morts en 2010 au cours d'un essai clinique. Chaque année, dans le monde, ils sont des centaines de milliers à tester nos futurs médicaments, parfois au péril de leur vie. Tester de nouveaux médicaments sur l'homme est toujours risqué. Alors en Europe, les règles sont particulièrement strictes. À Paris, l'un des plus grands centres français d'essais cliniques, c'est SGS. Il réalise chaque année une quarantaine d'études pour le compte des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde. Contrairement aux apparences, sur ces lits, ce ne sont pas des malades, mais des cobayes humains, tous en bonne santé. Ils vont tester un nouveau traitement contre l'asthme pour un laboratoire américain. Ambiance détendue. Faut pas un arrêt cardiaque. Je crois qu'elle rigole, les filles là-bas. Ah ouais. C'est la première fois que ce père de famille de 39 ans joue les cobayes. En juin 2012, il lit cette petite annonce dans le journal gratuit 20 minutes. Recherche pour test de médicaments. Indemnisation jusqu'à 4 500 €. Jusqu'à 4 500 €, une belle somme. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit pourquoi pas tenter pour voir
pour pouvoir me payer les vacances. Puis j'ai envoyé un mail, le lendemain j'ai été contacté par téléphone. On lui propose ce test pour l'asthme, avec 90 autres cobayes, souvent chômeurs ou étudiants. Ils vont gagner 1 900 € net pour un mois, soit près de 2 fois le SMIC, exonéré d'impôts. De quoi motiver ses volontaires. C'est comme pour beaucoup de personnes, c'est pour les sous. Donc la possibilité de gagner, on va dire, une somme intéressante en peu de temps. Je suis étudiant et donc pour tout ce qui est meubles, livres scolaires, calculatrices, une voiture, pourquoi pas. Mais observer les effets d'un nouveau traitement, c'est un processus contraignant pour les cobayes. Ils vont être hospitalisés dans ce centre à 5 reprises. À chaque fois, ils resteront 36 heures dans le service sans pouvoir sortir. C'est parti. 8 heures le lendemain matin. Le cobaye doit prendre le traitement contre l'asthme. Il a rendez-vous avec le médecin qui supervise l'essai. Bonjour. Ça va, tout va bien, monsieur? Oui, ça va, tout va bien. Le médicament testé se prend par inhalation. Donc, prenez bien votre respiration, les pieds bien à plat, ok? Vous souvenez une inspiration ample et profonde, et vous bloquez la respiration en 10 secondes. La procédure est millimétrée. Il faut attendre 8h12, très précise. Allez, je vous le mets entre les mains, vous y allez quand vous voulez maintenant. Bloc. Et vous pouvez respirer. Maintenant, l'objectif est de voir l'effet du médicament expérimental sur le cobaye. À peine revenu dans sa chambre, première prise de sang. Prélèvement dans 2 minutes. En tout, il va devoir subir 19 prises de sang dans la journée, jusqu'à 2 heures du matin. C'est la combienième là? Là, je crois que c'est la 8e, 7e ou 8e, je me suis pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e. 9e, ouais. Encore 10. 2 heures. Toute la journée, les cobayes sont sous haute surveillance, branchés à un électrocardiogramme qui mesure les battements de leur cœur. Car tester de nouveaux médicaments, ce n'est pas anodin. Des accidents graves peuvent parfois arriver. 6 hommes sont en soins intensifs dans un hôpital londonien. Ils participaient à des tests pour la mise sur le marché d'un nouveau médicament censé combattre la leucémie et la sclérose en plaques. Londres, mars 2006. Des cobayes humains âgés de 18 à 40 ans testent un tout nouveau traitement dans cet hôpital. Quelques heures plus tard, ils se retrouvent entre la vie et la mort. Leurs proches décrivent des effets secondaires spectaculaires. Son visage est enflé comme ça, comme celui d'Elephant Man. C'est le sang. Les médecins lui font des transfusions pour le purifier. Tous les organes sont touchés. Les reins, les poumons, le foie, le cœur, la circulation sanguine, absolument tout. À la une, des journaux comme le Sun reconstituent le visage déformé des cobayes, alors bloqués dans l'hôpital. Les 6 hommes s'en sortent après 10 jours d'hospitalisation, mais quelques mois plus tard, l'un d'eux présente des symptômes du cancer de la lymphe. Suite au scandale, le laboratoire allemand qui avait commandé l'essai a fait faillite. À Paris, dans le centre d'essai, les risques d'accident sont pris au sérieux. Les médecins fournissent à tous les cobayes une liste complète des effets secondaires susceptibles de survenir. Tous les effets indésirables qui sont répertoriés, les principaux effets indésirables qui sont répertoriés dans la fiche d'information afin de prévenir le volontaire des effets secondaires possibles. Les risques, maux de tête, tremblements, palpitations, voire troubles cardiaques. En cas de souci, le personnel a du matériel d'urgence à sa disposition. Vous avez des défibrillateurs semi-automatiques, des bouteilles d'oxygène. Donc nous avons un réanimateur qui est présent dans l'unité tout le temps, en cas de problème, donc il intervient.
En Europe, ces tests de médicaments sont très encadrés par la réglementation. Les laboratoires et les sous-traitants doivent respecter 3 règles incontournables. Obtenir le feu vert de l'Agence nationale du médicament, faire suivre les essais par un comité d'éthique et faire signer aux cobayes un consentement libre et éclairé pour prouver qu'ils ont bien compris les risques qu'ils encourent. Cette signature se passe au moment du recrutement. Ce jour-là, SGS cherche des volontaires pour tester un médicament pour aider au sevrage alcoolique. Michel Roubaud, un retraité de 77 ans, est candidat. Nous recherchons donc des personnes de plus de 65 ans. Vous ne fumez pas? Non, du tout. La chargée du recrutement lui explique précisément le déroulement de cet essai. Donc pour cette étude, il y aura 2 hospitalisations qui seront séparées d'1 semaine. Donc ça fera 4 nuits au total, 2 journées complètes dans nos locaux. D'accord. Et c'est une étude qui sera donc indemnisée 1 500 €. Ça vous convient? Oui, parfait. En France, il y a même une 4e obligation. Consulter un fichier national pour s'assurer que les volontaires ne font pas trop d'essais. Le fichier national donc, permet de vérifier que les volontaires ne participent pas à 2 études, par exemple, en même temps. Les personnes ne peuvent pas gagner plus de 4 500 € sur une année effective. Donc ils peuvent cumuler, mais pas plus. C'est pas un métier. On ne peut pas en faire son métier de tester des médicaments. C'est seulement après ces vérifications que le volontaire signe son consentement libre et éclairé. Ce document d'une 15aine de pages qui récapitule toutes les modalités de l'essai clinique. Ce volontaire doit aussi passer toute une batterie de tests physiques et psychologiques. En France, ce processus est long et donc coûteux. Alors l'étude, comme vous avez pu assister aujourd'hui, on doit être aux alentours d'un budget 300 à 400 000 €. À l'étranger, si vous prenez la même étude, elle va coûter probablement 2 à 3 fois moins cher. Résultat, les laboratoires préfèrent délocaliser leurs essais pour faire des économies. SGS teste 2 fois moins de médicaments en France qu'il y a 5 ans. En Europe, le pays où les tests de médicaments explosent, c'est la Pologne. Ici, quand on est malade et qu'on n'a pas d'argent, participer à un essai clinique, c'est souvent la seule façon de se soigner. En 4 ans, le nombre de cobayes humains a été multiplié par 6. Nous partons pour Bydgoszcz, dans le nord du pays. Cet hôpital, l'un des plus importants de Pologne, est le seul à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Il réalise en moyenne une 12aine d'essais cliniques par an pour les laboratoires du monde entier. À peine arrivée, une charmante chargée de communication nous accueille sur le parking. Bonjour, bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir. Venez, c'est par là. Il est prévu que nous filmions un essai clinique. Nous traversons l'hôpital au pas de course. Excusez-moi d'être si pressée, mais nous sommes un peu en retard. Et j'espère qu'on va pouvoir trouver le professeur. Voici le programme de la journée. On pourra interviewer le directeur de l'hôpital? Non. Non, il est très occupé aujourd'hui. Il a beaucoup de réunions. À défaut du directeur, on nous met entre les mains du chef du département pédiatrie et cancérologie. D'accord. Bonjour. Enchantée. Mais plutôt que de nous montrer les essais de médicaments en cours, il préfère nous vanter les succès de son service. Ce jeune garçon a reçu une greffe de moelle. L'opération s'est déroulée avec succès. Il est en pleine forme. Sa famille est très heureuse. Dans votre département, vous conduisez bien des essais cliniques? Oui, bien sûr. Nous en faisons pour nous-mêmes et nous réalisons également des essais pour de grandes firmes pharmaceutiques.
Pour quel laboratoire? Des multinationales? Oui, des multinationales, Pfizer, Glaxo, Novartis par exemple. En ce moment, nous avons 7 grands programmes d'essais en cours pour ces laboratoires. Quand nous demandons à pouvoir filmer comme convenu ces essais, volte-face. La direction de l'hôpital refuse. Renseignements pris, nous comprenons que les tests de médicaments sont un sujet tabou en Pologne. Ces dernières années, plusieurs scandales ont révélé que souvent la réglementation européenne n'est pas appliquée. Par exemple, lors des tests du vaccin de la grippe aviaire. En 2006, le monde tremble face à la propagation de ce virus, le H5N1. Les laboratoires du monde entier se lancent dans une course contre la montre pour trouver un vaccin. Les gouvernements européens, la France en tête, ont déjà passé commande. La France est parée contre une éventuelle forme humaine de la grippe aviaire. Aujourd'hui, le Premier ministre, lors d'une rencontre avec le ministre de la Santé, a rappelé que 40 millions de vaccins sont réservés en cas de pandémie. Parmi les laboratoires sollicités, le Suisse Novartis, le numéro 3 mondial. Sur son site internet, Novartis se vante de tester ses nouveaux médicaments de façon exemplaire. Les expériences sur l'homme sont conduites avec la plus grande prudence, afin de minimiser les risques pour les volontaires. Mais à l'époque, Novartis est pressé. Il veut mettre sur le marché son vaccin contre la grippe aviaire avant ses concurrents. En 2007, il le fait tester notamment en Pologne, dans une ville industrielle du Nord, Grudziądz. Sur place, un sous-traitant polonais fait expérimenter le vaccin sur 350 habitants. En principe, souvenez-vous, 3 règles doivent être respectées. L'autorisation de l'agence du médicament local, le suivi d'un comité d'éthique et la signature d'un consentement libre et éclairé. Première entorse, sans en informer l'agence du médicament, les médecins polonais recrutent comme cobayes des SDF, une population fragile, souvent alcoolisée. Deuxième problème, ils font passer leurs essais cliniques pour une simple vaccination contre la grippe. Nous rencontrons l'un de ces SDF, Piotr, à la rue depuis 8 ans. Voici la clinique où je me suis rendu pour cette soi-disant vaccination contre la grippe. Tout s'est déroulé dans ce bâtiment aux fenêtres grillagées, une clinique privée. Pour le SDF, c'était une aubaine, car en plus, il était payé. Pour chaque injection, j'ai reçu 10 zlotys, soit 2,50 €. Et pour la prise de température, la moitié. J'étais donc content de venir car j'avais besoin d'argent. 2,50 € pour un sans-abri, c'est une somme. Alors, on était plusieurs à venir se faire vacciner. En leur versant quelques euros, cette clinique privée parvient à recruter de nombreux SDF. À l'époque, la plupart vivent dans ce refuge pour les sans-abri du quartier. Ça, c'est mes copains. Ils ont participé avec moi à la vaccination. Avant, ils habitaient ici. Tu nous présentes? Voici Mirek et Grégor. Tous les 3 se souviennent d'une vaccination express, sans aucun contrôle médical. Tout était très rapide, c'était l'usine. On était traités comme du bétail. 2,50 €, une injection, et au suivant. Et il y avait beaucoup de monde. Certains se sont fait vacciner une dizaine de fois. Ils se faisaient vacciner une fois, et 2 jours après, ils y retournaient. Ils laissaient seulement passer 1 ou 2 jours entre les injections. Pourtant, les infirmières voyaient que c'était les mêmes personnes. Les SDF ignoraient qu'ils servaient de cobayes pour le vaccin de Novartis contre la grippe aviaire. On ne leur a pas fait signer de consentement libre et éclairé, comme l'exige la loi. Ce sont les infirmières qui signaient ce consentement à leur place. Si j'avais su que c'était un test contre la grippe aviaire, je ne me serais jamais fait vacciner. Moi, un test contre la grippe aviaire, je n'y serais pas allé non plus. Les autres se sont moqués de nous. Comme quoi on allait se transformer en volaille. Devenir des poules. Des poules. Qu'on allait cacter comme des poules. Aujourd'hui,
Ils se demandent si ce test n'a pas provoqué chez eux des problèmes de santé. Après cette injection, il y a 2 ans, j'ai eu des problèmes cardiaques. Je ne sais pas si c'est lié au test, mais en tout cas, j'ai été hospitalisé. J'ai des documents, je peux vous les montrer. J'étais tout le temps faible. Et selon ces SDF, il y aurait bien plus grave. Plusieurs personnes sont mortes. Certaines semaines, c'était les uns après les autres. Ils avaient tous les mêmes symptômes. C'est vrai que c'était des gens vulnérables, car ils buvaient beaucoup et ils mangeaient peu. Mais peut-être que la vaccination les a aidés aussi à mourir, surtout ceux qui buvaient trop. L'essai clinique Novartis aurait-il provoqué des décès? Le directeur du refuge des SDF a constaté une surmortalité cette année-là. C'est vrai qu'en 2007, j'ai constaté davantage de décès au refuge que les années précédentes. D'habitude, nous perdons entre 4 et 8 pensionnaires. Mais cette année-là, 20 sans-abri sont morts, dont des participants à l'essai. Le lien entre ces morts suspectes et le test de Novartis n'a jamais pu être officiellement prouvé. Mais en décembre 2009, des responsables de la clinique où se passaient ces tests sont poursuivis devant le tribunal local pour détournement d'argent, abus de faiblesse et faux témoignages. Sur le banc des accusés, le directeur, 2 autres médecins et 6 infirmières. Ils risquent 10 ans de prison. La télé locale couvre le procès. C'est caché sous des perruques que les infirmières de la clinique de Grudziądz sont arrivées au tribunal. Les accusations du procureur ne portent pas seulement sur le fait que les participants n'aient pas été informés, mais également sur des détournements financiers. J'ai des remords. Mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais perdu mon travail. Le directeur de la clinique mise en cause nie tout en bloc. Sans commentaire. Bien sûr, je suis innocent. C'est pas que je me sens innocent, c'est que je suis innocent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Pourtant, selon l'acte d'accusation, ce test aurait bien donné lieu à des détournements. L'enquête a établi que les patients devaient recevoir pour leur participation à l'essai 90 zlotys. Les SDF n'ont jamais perçu cette somme. 3 ans après le début du procès, à force d'ajournement, aucun verdict n'a encore été rendu. Nous avons voulu interroger le directeur de la clinique. Au téléphone, il refuse de nous parler. Nous nous rendons sur place. Bonjour, Dzień dobry. Nous sommes bien à la clinique Dobra Praktika? Oui. Nous sommes une équipe de télévision française et on souhaiterait parler avec le directeur. Il n'est pas là actuellement. Je ne suis au courant de rien. Et notre responsable des infirmières n'est pas là non plus. Nous décidons d'aller le voir chez lui. Il habite à la sortie de la ville, dans un tout nouveau quartier résidentiel. Sa maison, protégée par des caméras, dispose d'un tennis et d'une piscine. Des signes de richesse rares en Pologne. Nous trouvons porte close. Autres membres du personnel mis en cause, les infirmières. Certaines auraient signé les consentements à la place des cobayes. Nous allons chez l'une d'entre elles. La rencontre va tourner court. Bonjour, nous sommes de la télévision française, nous cherchons... Ne filmez pas, d'accord? L'avocat de l'une des infirmières accepte une interview. Selon lui, elles n'étaient que des exécutantes. Pour dire les choses clairement, ma cliente n'a reçu qu'une seule consigne de la part de ses supérieurs. Recruter un maximum de participants pour l'essai clinique. C'était sa seule obligation. Elle ne connaissait rien au déroulement du test. Dans cette affaire, le laboratoire Novartis, qui avait commandité le test, n'a pas été poursuivi en justice en Pologne. L'avocat le déplore.
Novartis ne s'est pas assuré que la procédure était correctement suivie par ses partenaires. C'était pourtant essentiel pour que cette étude soit crédible. Je pense que Novartis est en partie responsable du fait que ces essais ne se soient pas déroulés conformément à la réglementation. Novartis a refusé de nous accorder une interview. Il a répondu à nos questions par mail. Dans cette affaire, le laboratoire suisse plaide sa bonne foi. Il aurait été victime du médecin polonais responsable de l'essai à Grudziądz. Le risque de comportement individuel, volontairement malveillant dans la conduite de ces essais, existe. Le laboratoire insiste. Les autorités polonaises n'ont retenu aucune faute contre Novartis. Mais en enquêtant sur cet essai, l'Agence européenne du médicament, l'EMA, a découvert que les dérives de Grudziądz s'étaient produites dans une autre ville de Pologne. Il y avait un mélange de problèmes qui indiquait que le recrutement des personnes et la surveillance des activités étaient très insuffisants. C'est des problèmes graves? C'est grave, c'est pour ça qu'on n'a pas accepté le protocole. Dans son rapport de 2008, l'EMA pointe du doigt les violations sérieuses des bonnes pratiques cliniques dans l'essai Novartis. Il remet en question la qualité du contrôle du sponsor, c'est-à-dire du laboratoire. Mais au final, Novartis n'a pas eu de véritable sanction. Il a juste dû refaire une partie des tests pour que son vaccin contre la grippe aviaire soit autorisé. Les SDF de Grudziądz, eux, ne seront jamais indemnisés. En matière d'essais pharmaceutiques, le scandale le plus retentissant éclate dans les années 2000, au Nigeria. En 1996, ce pays d'Afrique de l'Ouest est touché par une épidémie de méningite. Le laboratoire américain Pfizer teste alors un nouveau traitement sur des enfants, sans rien dire aux parents. Résultat, 5 morts et près de 200 enfants handicapés à vie. En 2007, une chaîne américaine retrouve certaines des victimes. Cette jeune fille de 13 ans est en partie paralysée et ne peut plus parler. Quant à ce père de famille, il dit avoir perdu 2 de ses enfants, tandis qu'un autre est paralysé après les avoir emmenés se faire soigner au moment de l'épidémie de méningite dans le nord du pays. Pourquoi ces gens se sont servis de nos enfants comme des rats de laboratoire? Pourquoi les soigner avec quelque chose dont ils ne connaissaient pas les effets? Aujourd'hui, cette affaire est devant le tribunal et je suis sûr que justice sera rendue. Dans cette affaire, la procédure judiciaire aura duré près de 13 ans. Après avoir longtemps nié toute responsabilité, Pfizer a obtenu en 2009 l'abandon des poursuites en échange d'un versement de 57 millions d'euros au gouvernement nigérian, dont 35 millions pour les victimes. Mais à ce jour, seules 4 familles ont touché une indemnisation. À 6000 km de l'Europe, les laboratoires ont trouvé un nouveau terrain d'expérimentation, l'Inde. Direction Ahmedabad, à l'ouest de Delhi, une ville de 6 millions d'habitants. Ici, tester des médicaments, c'est devenu un business sans réel contrôle. C'est dans les bidonvilles, chez les plus pauvres de la société, que les laboratoires recrutent leurs cobayes. Depuis 2005, la loi indienne sur les tests de médicaments a été assouplie. Le nombre d'essais a été multiplié par 10. Du coup, pour vivre, beaucoup de gens ont décidé de devenir cobayes professionnels. C'est le cas de Dinesh, un ouvrier de 32 ans, père de 3 enfants. T'as fini? Allez, vas-y, bois. Il a déjà participé à 3 tests de médicaments. Le dernier, en juin 2012, c'était un traitement contre l'hypertension. Ce sont les papiers du centre de recherche, ce qu'on nous donne pour bien comprendre. Tout est écrit. Quel est le nom du médicament? Quels sont les effets secondaires? Tout est écrit là-dedans. Et pour participer à cet essai, vous avez touché combien? 10 600 roupies. Soit 150 €. En 3 semaines de test, il a gagné l'équivalent de 3 mois de salaire d'un ouvrier. Avec cet argent,
Dinesh a pu payer une année de scolarité à ses enfants, un cartable et des vêtements. Contrairement à ce qu'il se passe en France, il peut multiplier les tests. Du coup, pour Dinesh, c'est devenu un deuxième métier. Je n'ai pas d'emploi stable, j'ai 3 enfants. Je trouve du boulot à temps partiel de temps en temps, en tant qu'ouvrier. Pour faire vivre ma famille, j'ai besoin de 7 à 8 000 roupies par mois, environ 100 €. Je ne les gagne pas et en plus j'ai des dettes. Il faut les payer. Je suis obligé de faire ces tests. Dans le quartier de Dinesh, près des 3/4 des habitants auraient déjà testé des médicaments. Et pour se faire encore plus d'argent, certains deviennent recruteurs pour les centres d'essai. Un cobaye enrôlé, c'est 500 roupies de gagné, soit 7 €. Rekha est une grand-mère de 58 ans. Attention les enfants, ne faites pas de bêtises. Il y a 3 ans, cette sage-femme, cobaye elle-même, est devenue recruteuse. Ils m'ont demandé de faire venir un maximum de femmes. J'ai accepté car le centre avait besoin de volontaires et ces femmes avaient besoin d'argent. J'en ai emmené 5 ou 6, pas plus. Elles n'avaient pas de travail, pas de revenus. Donc je les emmenais au centre. Quant aux critères de sélection des cobayes, ils étaient quasi inexistants. Je savais juste qu'elles ne pouvaient pas être trop jeunes, pas moins de 18 ans. Donc pour les plus jeunes, c'était 18 ans. Et pour les plus âgés, entre 45 et 60 ans. Selon Rekha, jouer les recruteurs, c'est monnaie courante dans ce bidonville. Il y en a 2 qui habitent en face. Là, ils sont partis travailler. Il y en a un autre juste à côté, puis dans la rue derrière. Puis il y en a près de la poste. Il y en a beaucoup. Dans ce bidonville, le business grandissant de cobayes humains commence à inquiéter. Parmar est responsable d'une association locale. Depuis 3 ans, il milite contre la participation des habitants aux essais cliniques. Dans ce classeur, il recense tous les tests réalisés sur les gens du bidonville. Des médicaments destinés aux pays riches, auxquels la plupart des Indiens n'auront jamais accès. Bisoprolol, des États-Unis, c'est pour la pression artérielle. Ibandronate sodium, ça c'est pour un laboratoire suisse, c'est contre l'ostéoporose. Enlendronate, Merck, un laboratoire américain, aussi contre l'ostéoporose. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères. Selon Parmar, ces tests se déroulent sans réel contrôle et mettent des vies en danger. Parfois, les gens ne se rappellent même plus à quels essais ils ont participé, quels médicaments ils ont testés. Si c'était pour le cancer ou pour le diabète, ils s'en fichent. Tout ce qui les intéresse, c'est combien on va les payer. 100, 200 ou 300 €. C'est de l'argent facile. Mais ils ne pensent pas à leur santé, au problème que ça peut leur poser d'absorber ainsi des produits chimiques. Moi-même, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui sont mortes. Je les ai vues. Parmar connaissait 3 cobayes décédés au cours d'essais cliniques dans le bidonville. Parmi eux, Vinod, le jeune homme mort du jour au lendemain, juste après avoir testé des médicaments. Même la recruteuse Rekha refuse aujourd'hui de jouer les cobayes. Sa dernière expérience l'a refroidie. La dernière fois que j'ai participé à un essai, ça a duré 2 jours. Ils m'ont prélevé 1 litre de sang. C'est énorme. Pour ça, j'ai touché 11 000 roupies. Ça fait 150 €. Maintenant, ça suffit. Ils viennent me chercher, mais je refuse.
En plus, ils ne trouvaient pas mes veines. Regardez, j'ai plusieurs traces de piqûres. Ils ont planté l'aiguille là et là. Ils m'ont piqué 5 ou 6 fois avant de trouver mes veines. Ça m'a fait mal. C'est pour ça aussi que j'ai laissé tomber. Les conditions dans lesquelles se passent ces essais cliniques inquiètent les autorités indiennes. Dans ce document officiel, le ministère de la Santé révèle que rien qu'en 2010, 671 cobayes sont décédés au cours d'un essai clinique en Inde. Un chiffre jugé alarmant. En Inde, comme en Europe, un essai doit en principe être validé par l'Agence nationale du médicament, suivi par un comité d'éthique et faire l'objet d'un consentement libre et éclairé. Mais ces règles sont-elles vraiment respectées ? Depuis Paris, nous tentons une expérience. Nous inventons un faux laboratoire français, Metadilab. Notre couverture, ce site internet qui présente son histoire et ses projets de recherche. Nous affichons aussi des photos de l'équipe médicale, en réalité, des membres de notre rédaction. J'y apparais comme responsable du développement à l'international. Nous contactons par mail une trentaine de sociétés médicales indiennes. Nous leur demandons de tester une molécule contre le diabète. En Europe, elle a été commercialisée en 2000 sous le nom d'Avendia. Mais comme elle provoquait des crises cardiaques, elle a été bannie de l'Union européenne. Tester une molécule dangereuse ne devrait pas être autorisé par une agence du médicament, même en Inde. Mais à la clé, il y a plus d'1 million d'euros à gagner. 4 sous-traitants indiens se disent intéressés par notre proposition. Ils ont manifestement une ruse pour contourner les règles. Pour comprendre, nous repartons pour l'Inde. Nous avons rendez-vous avec l'un de ces 4 sous-traitants. Il est installé à Hyderabad, la capitale de l'industrie pharmaceutique indienne. Nous sommes accompagnés d'une traductrice. Nous allons filmer le rendez-vous grâce à des caméras dissimulées dans nos sacoches. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. À notre arrivée, nous sommes accueillis par le directeur et 2 cadres de la société. On nous offre des fleurs, puis on nous présente sur grand écran un spot vantant les mérites de l'entreprise. Ensuite, les responsables jouent carte sur table. Ils ont compris que notre molécule est celle de l'Avendia, qui provoque des crises cardiaques. Ils vont nous proposer une combine pour obtenir tout de même l'autorisation de l'Agence indienne du médicament. Si vous centrez votre étude uniquement sur cette molécule, vous n'aurez pas les autorisations. Ça ne marchera pas. Mais vous pouvez combiner avec une autre molécule. Et c'est celle-là que l'on mettra en avant dans le test. Êtes-vous certain de pouvoir obtenir l'accord de l'Agence du médicament ? Nous sommes une petite société, nous avons commencé en 2009, mais tous les projets que nous avons présentés ont été validés. Nous avons eu 100% de réussite. Et puis, je vais vous dire une chose. Vous avez beaucoup de chance car j'ai commencé ma carrière au sein de l'Agence du médicament. Ça, c'est un bon argument. À mots couverts, ce sous-traitant nous laisse entendre que ses contacts au sein de l'Agence du médicament l'autoriseront à conduire ce test dangereux. Reste maintenant à obtenir l'accord d'un comité d'éthique. Et pour ça, ils ont encore une combine. Nous avons créé notre propre comité d'éthique. Il est en lien direct avec notre centre de test. Et ce comité d'éthique, il pourra autoriser notre étude ? Oui, bien sûr. Il pourra valider votre essai. Rien ne semble impossible, même quand nous demandons que notre molécule dangereuse soit testée sur des enfants. Normalement, c'est interdit, car elle doit d'abord avoir été testée sur des adultes. Pour que ce soit autorisé, on pourra faire 2 études en parallèle. L'une sur des malades de 2 à 18 ans, des enfants,
et l'autre sur des adultes de moins de 70 ans. Pour finir de nous convaincre et remporter le marché, il nous emmène visiter une clinique privée spécialisée dans le diabète. Elle se trouve à quelques rues. C'est ici que pourra se dérouler notre essai. Les installations sont sommaires. Voici l'endroit où sont hospitalisés les patients. Notre sous-traitant affirme qu'ici, les plus grands laboratoires, comme l'américain Pfizer ou le français Sanofi, testent leurs futurs médicaments. Avant de partir, nous lui demandons comment il va trouver 1000 cobayes pour notre essai. Là encore, la méthode est bien rodée. Nous organisons des camps de santé. En partenariat avec des ONG? Oui, en partenariat avec des ONG locales. Nous proposons aux gens de la région des tests de dépistage gratuits du diabète. C'est comme ça que nous identifions des malades qui pourront participer à nos essais. C'est comme ça que vous recrutez vos cobayes? C'est une bonne manière de recruter un maximum de patients dans un temps très court. Prétexter des campagnes de dépistage pour recruter des cobayes, la technique serait courante en Inde. À l'entrée de la clinique, ce panneau annonce des tests gratuits du diabète et de l'hypertension une fois par mois. Quelques semaines plus tard, nous recevons le devis de notre étude sur une molécule interdite. La société indienne détaille toutes les étapes de l'essai prévues sur 1150 patients. À 1 850 $ chacun, l'addition s'élève à 2 128 000 $, soit 1 600 000 €. Il ne nous reste plus qu'à payer. À la fin de notre enquête, nous allons découvrir qu'à Bhopal, dans le centre du pays, le cynisme a été encore plus loin. Ici, dans les années 2000, les plus grandes multinationales pharmaceutiques ont profité, à grande échelle, des passe-droits et du laxisme indien. L'américain Pfizer, le français Sanofi, l'anglais AstraZeneca et bien d'autres ont fait tester des traitements contre l'ulcère, l'asthme, la dépression, l'infarctus, dans des conditions qui ont fait scandale. En 4 ans, au moins 13 cobayes humains sont morts. Le comble, une vingtaine d'années auparavant, ces cobayes avaient déjà vécu l'horreur. Une catastrophe industrielle majeure survenue dans une usine chimique de Bhopal appartenant à la compagnie américaine Union Carbide. En 1984, des gaz toxiques s'échappent de l'usine. Un accident qui fera en tout 25 000 morts. Depuis, les 420 000 survivants et leurs familles ont accès gratuitement à cet hôpital financé par Union Carbide. Ce sont ces survivants que, dans les années 2000, les laboratoires ont utilisés comme cobayes. En 2007, par exemple, le laboratoire anglais AstraZeneca teste ici un nouveau médicament contre l'infarctus. Ce père de famille est soigné pour des problèmes cardiaques et on en profite pour essayer sur lui ce nouveau traitement, sans lui dire. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les médecins de l'hôpital me donnaient un médicament pour le cœur. Un traitement comme ça, vous comprenez bien, ça ne se refuse pas. Quand un médecin vous prescrit des médicaments, évidemment, vous les prenez. Vous suivez sa prescription à la lettre. À chaque fois que Ramadar va à l'hôpital, le personnel lui fait signer des documents auxquels il ne comprend rien. Mais il a confiance. Alors il signe. Il y avait une dame qui me demandait de signer des papiers en anglais. Tout était en anglais et je ne comprends pas l'anglais. J'ai signé tout ça et alors seulement elle me donnait les médicaments. Pourquoi vous les avez signés, ces documents, si vous ne les compreniez pas? Si on ne signait pas, ils ne nous donnaient pas les médicaments. Donc j'ai signé les documents, sans me poser de questions. Ce que signait Ramadar sans le savoir, c'est le fameux consentement libre et éclairé, obligatoire en cas d'essai clinique. Nous avons contacté AstraZeneca. Dans sa réponse par mail, le laboratoire anglais reconnaît que 6 patients n'ont pas été informés correctement. Et pour cause, 2 d'entre eux étaient illettrés. Ils ne pouvaient pas donner de consentement libre et éclairé.
Intriguée par ces tests effectués à l'insu des malades, la responsable d'une association de victimes de Bhopal décide d'enquêter. Elle se procure des documents confidentiels du ministère de la Santé. Ça m'a pris presque 1 an pour réunir tous ces documents auprès des différentes autorités de contrôle. En épluchant les comptes rendus de 3 essais cliniques faits dans l'hôpital, elle découvre qu'entre 2004 et 2008, au moins 13 cobayes sont morts. Ces gens sont décédés pendant l'essai de médicaments, mais on ne l'a appris qu'après la fin des tests. Vous voyez, là par exemple, 5 qui sont morts sur 7. Et ce cobaye, par exemple, c'est quelqu'un qui était soigné gratuitement à l'hôpital suite à la catastrophe de 84. Lui aussi, c'est une victime du gaz. Et lui aussi. Plus troublant encore, elle découvre que ni les médecins indiens qui testaient ces médicaments, ni le comité d'éthique de l'hôpital de Bhopal ne se sont préoccupés de ces décès suspects. Personne ne s'est intéressé à ces morts. Pire, ils n'ont même pas été signalés au comité d'éthique. Ou quand ils l'ont été, l'essai était déjà terminé et les gens étaient morts. C'était la responsabilité du comité d'éthique de savoir pourquoi ces morts n'ont pas été rapportés et surtout quelle était la cause des décès. Mais le comité n'a rien fait. Nous décidons d'aller demander des explications au directeur du comité d'éthique de l'hôpital. Il nous reçoit dans son cabinet privé. Il nie toute responsabilité. Vous dites que le comité d'éthique n'a rien fait. Mais si ces morts ne sont pas rapportés au comité, qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, si un décès survient, il faut pouvoir prouver que c'est lié à l'essai clinique. Ces malades sont atteints du cancer, ils sont cardiaques, donc leur espérance de vie est forcément moins longue qu'une personne en bonne santé. Ce médecin est de mauvaise foi. L'enquête du ministère indien de la Santé a prouvé que 8 décès de patients avaient été signalés au comité d'éthique à une époque où il en était membre. À Bhopal, l'inaction des autorités et le cynisme des multinationales choquent la population. Juste en face de l'ancienne usine chimique américaine, vit Lakshmi, 50 ans. Son mari a lui aussi testé des médicaments à son insu à l'hôpital de Bhopal. 2 ans après, il est mort d'un cancer. Je suis persuadée que les tests ont eu des conséquences sur sa santé. Après les avoir subis, il a eu des soucis osseux et des problèmes de circulation sanguine. Ça a fait des dégâts. Je pense qu'il est mort car les médicaments n'étaient pas adaptés à lui. Je suis en colère. Pourquoi avoir ouvert un hôpital comme ça? C'est pour soigner les gens ou pour les tuer? Moi, j'ai perdu mon mari. Ils auraient dû nous dire la vérité. On fait des expériences, ça peut vous réussir, mais ça peut aussi avoir des conséquences graves. Si nous avions su, mon mari n'aurait pas pris ces médicaments. On l'aurait ramené à la maison et on aurait cherché à le soigner dans le privé. À Bhopal, ni les médecins de l'hôpital financé par Union Carbide, ni les membres du comité d'éthique, ni les laboratoires n'ont été poursuivis. Une impunité habituelle dans cette ville martyre. Ces labos sont venus à Bhopal en sachant très bien qu'en dépit des 25 000 morts dans la catastrophe de 84, personne n'a eu à rendre de compte, personne n'a été en prison, personne n'a versé de compensation. Alors tuer quelques personnes de plus, c'était pas un problème. Quel cynisme! Ils ont eu le culot de venir dans une ville déjà traumatisée par une multinationale. Une société qui se préoccupe plus de ses profits que de la santé de ses habitants. Et ils ont refait exactement la même chose. Aujourd'hui, cet hôpital ne serait plus utilisé pour des tests de médicaments. Mais les victimes de la catastrophe de 1984 continuent de servir de cobayes dans ce centre spécialisé dans le traitement du cancer. Face à ces dérives, fréquentes dans les pays pauvres, la Commission européenne a adopté en juillet 2012 une proposition de règlement. Elle incite les laboratoires à revenir tester leurs médicaments en Europe. Une belle intention,
car difficile de croire qu'un jour, l'industrie pharmaceutique se passera de ces milliers de laissés pour compte, si faciles à enrôler.